Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à la Cité de l'Espace. Quel plaisir de voir cette salle IMAX complètement remplie pour cette conférence sur un sujet qui va nous passionner, qui va vous passionner vraiment. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on voit toute l'affluence de ce type de conférence. Merci Arnaud. Alors, 2 mots d'introduction sur le sujet de la soirée et notre intervenant. Sujet d'actualité, je ne sais pas s'il faut parler d'actualité parce que ça commence à être un sujet qui dure dans le temps. 18 juin, rien à voir avec un quelconque anniversaire, mais on a choisi de poursuivre un cycle qu'on avait entamé il y a déjà quelques années sur des questions plutôt de géopolitique à la frontière entre le spatial, la défense et les coopérations entre les pays. Et donc, ce soir, c'est Antoine Bouvier qui nous fait l'honneur d'intervenir. Antoine Bouvier a démarré, est ingénieur de l'école polytechnique. Il est aussi diplômé de l'ENA. Il a démarré sa carrière en tant qu'auditeur de la Cour des comptes avant de rejoindre l'industrie à travers la branche avion d'aérospatiale. Il est devenu à ce moment-là directeur général du GIE ATR et à partir de 2002, il prend la direction en tant que CEO d'Astrium Satellite, donc l'entité qui s'appelle aujourd'hui Airbus Defence and Space. Et ensuite, il devient CEO, donc président MBDA, donc la grande entreprise européenne qui s'occupe de missiles. Enfin, de 2019 à 2024, il occupe le poste de directeur de la stratégie du groupe Airbus. Et donc, je pense que ce parcours va être particulièrement éclairant pour les sujets qu'on va aborder ce soir. Depuis 2024, il a rejoint le board des auditeurs externes des Nations Unies. Donc, Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir et de venir à Toulouse pendant le Salon du Bourget. Et je vous passe la parole. Merci. Merci, bonjour à tous. Je suis rassuré de voir mes anciens collègues d'Astrium au premier rang qui vont faire la clap. Et bon, c'est un bon sujet, mais en voyant l'écran, je me dis que j'ai peut-être été un peu ambitieux pour un sujet qui est censé tenir en une conférence d'1 heure avec un peu de questions. Donc, je vais l'aborder par un angle un peu nouveau, à la fois les questions défense et questions espace. Et puis, l'intersection de la défense et de l'espace, c'est l'espace de défense. Et on va d'abord parcourir ce que j'appellerais les cercles concentriques, espace-défense, du national au multilatéral. Ensuite, Europe de la défense, défense de l'Europe, vaste sujet. Europe de l'espace, quel leadership pour quelles ambitions? Europe de l'espace de défense et souveraineté nationale. Vous voyez que le menu est extrêmement riche. Donc je ne serai pas exhaustif. Je devrais simplifier tout un ensemble de sujets, mais ce que je voudrais faire, en toute modestie, c'est de partager avec vous des réflexions, des idées sur ces sujets, et certainement pas d'arriver à des conclusions définitives sur des problèmes qui sont des problèmes extrêmement complexes, très graves, et qui évoluent de façon permanente. Donc on va commencer par les cercles concentriques. Sans grande surprise, le national, et ensuite je vais illustrer les différents niveaux et surtout essayer d'illustrer la façon dont ces différents niveaux interagissent les uns avec les autres. Interétatique institutionnel, communautaire, transatlantique, multilatéral. Alors pour prendre quelques exemples, à la fois dans le spatial et dans la défense. National, CRS. CSO, national sur le satellite, mais interétatique avec les 8 pays partenaires et MUSIS. Et dans le domaine du spatial, les programmes qui sont des programmes en coopération dans la défense sont très peu nombreux. Je vérifie avec d'anciens collègues, et à part CICRAL et Athena Fidus, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu d'autres programmes en coopération. Donc on voit que l'interétatique
dans la défense est un interétatique de coopération sur les programmes, la 400M, le Tigre, le NH90, les missiles de MBDA, le MRTT. Il y a énormément de programmes interétatiques de coopération. Et dans le domaine du spatial, c'est beaucoup plus limité. Interétatique institutionnel, c'est-à-dire des organisations qui sont interétatiques comme l'ESA et l'Agence européenne de défense. L'ESA, 7 milliards d'euros de budget. L'Agence européenne de défense, 50 millions d'euros de budget. Donc vous voyez que entre le spatial et la défense, l'interétatique institutionnel a des logiques et des dynamiques complètement opposées. Parce que l'Union européenne n'a pas de compétences en domaine de défense qui soit communautaire. La compétence dans le domaine de défense est interétatique. Ça veut dire que cette compétence, qui est une compétence communautaire à la Commission, ne touche pas ce qui est interétatique, qui est à l'Agence européenne de défense. Le communautaire, la compétence spatiale de la Commission est partagée avec les États, et la Commission n'a pas de compétences dans le domaine de la défense. Bon, tout ça, c'est un peu peut-être compliqué, mais on va l'illustrer dans le cours de la présentation. Le transatlantique, dans le domaine de la défense, c'est l'omniprésence de l'OTAN. Et dans le domaine du spatial, il y a certes des programmes en coopération avec les États-Unis qui sont tout à fait importants, mais ils ne sont pas si nombreux. Il y a Artemis, l'exploration, certainement d'autres sujets qui sont en particulier menés entre les agences et la NASA, mais il y a très peu de transatlantique dans le spatial, alors que c'est central dans la défense. Multilatéral, ce sont les traités des Nations Unies. Le traité fondamental, qui est celui de 1967, est un traité qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Parce que si vous lisez la politique spatiale de défense, la stratégie spatiale de défense qui a été présentée par Mme Parly en juillet 2019, la référence en termes de règles d'engagement, en termes de présence militaire dans l'espace, est en permanence, même s'il est implicite, le traité de 1967. Et l'équivalent n'existe pas dans le domaine de la défense. Donc, je pense qu'une approche un peu institutionnelle, par les compétences, non pas au sens compétences techniques, mais compétences de chacun des niveaux, chacun des cercles, éclaire de façon intéressante les différentes dynamiques entre l'espace et la défense. Et si on prend le cas d'Artemis et du multilatéral, il ne vous a pas échappé que les États-Unis ont utilisé la coopération sur Artemis pour exiger que chacun des pays coopérants d'Artemis approuve une interprétation du traité de 67 qui aille dans l'intérêt, en tout cas dans la position des États-Unis. Donc ça veut dire que le niveau transatlantique a cherché à forcer le niveau multilatéral, et le niveau multilatéral va être utilisé par la France pour essayer de limiter ses courses à la militarisation de l'espace. Donc tous ces niveaux sont intimement liés. La loi spatiale française, la EU Space Law qui devra arriver dans le cours de l'année, vont s'intercaler avec les traités de 67 et les différents traités internationaux. Voilà, donc ce que je vous propose dans cette présentation, c'est de parcourir ces différents niveaux pour l'espace, puis pour la défense, et enfin dans ce qui est l'intersection de l'espace et de la défense, il y a l'espace de défense, et sans grande surprise, on verra que l'espace de défense, d'une certaine manière, accumule les difficultés et les challenges de l'espace et de la défense en termes de coopération. Alors, vous avez peut-être entendu Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui pose de façon extrêmement naïve, en tout cas faussement naïve, la question suivante. Comment se fait-il que 450 millions d'Européens demandent à 350 millions d'Américains de les protéger contre 150 millions de Russes ? Cette question a au moins le mérite, en une seule phrase, de poser le problème. Et il y a de multiples façons d'approcher cette question.
mais je voudrais l'approcher justement par ces différents cercles. Et la dichotomie, c'est-à-dire l'opposition en fait, entre l'Europe de la défense et la défense de l'Europe. Ces deux thèmes paraissent liés, évidemment ils sont liés, mais en fait ils s'opposent dans leur positionnement sur ces différents cercles et dans leur dynamique. La défense de l'Europe, et je cite le traité de l'Union européenne, donc ce n'est pas l'OTAN qui le dit, c'est l'article 42.7 de traité de l'Union européenne, la défense collective de l'Europe est assurée par l'OTAN, qui est son instance de mise en œuvre. Donc vous voyez les deux points qui sont absolument majeurs. Défense collective égale OTAN, et l'instance de mise en œuvre, c'est l'OTAN. Et cette disposition du traité tue dans l'œuf toute armée européenne, puisque ce traité dit l'objectif à terme est une défense européenne. Le jour où l'ensemble des pays européens, donc les 27, à l'unanimité, le décideront. Donc on voit que cette notion d'armée européenne, de défense européenne, qui est interétatique et pas communautaire, est en fait au niveau transatlantique, c'est-à-dire au niveau de l'OTAN. Et la réaction que j'ai eue lorsque on a tous assisté à cette horrible scène à la Maison-Blanche entre Trump et Zelensky, c'est que quand Trump a mis sa main sur le bras de Zelensky et lui a dit « Ne pensez pas que vous allez nous entraîner dans une troisième guerre mondiale dont les États-Unis ne veulent pas », ça rappelle ce que McNamara, pour faire un peu d'histoire, a dit à Michel Debré quand Michel Debré a été à Washington pour informer les Américains que la France disposait de la dissuasion nucléaire. Et qu'est-ce que McNamara a dit à Debré? Il ne lui a pas dit « nous nous réjouissons qu'un de nos alliés proches dispose de l'arme nucléaire ». Il a dit « ne pensez pas une seconde que nous, les États-Unis, nous nous laisserons embarquer dans une escalade militaire qui peut conduire à une escalade nucléaire si ce n'est pas l'intérêt vital des États-Unis ». Donc, à des décennies d'écart, ces deux scènes se répondent. La scène Zelensky et la scène Debré. Et que disent ces deux scènes? Elles disent ce qu'on avait en intuition, mais qui, je pense, est aujourd'hui beaucoup plus clair, c'est que l'OTAN a une double mission, et largement ambivalent du point de vue des États-Unis et du point de vue des alliés. L'OTAN a bien sûr une mission de protection collective, de défense collective, mais l'OTAN a aussi, vu des États-Unis, une mission de contrôle de la façon dont les alliés des États-Unis maîtrisent ou ne maîtrisent pas une escalade conventionnelle, potentiellement une escalade nucléaire avec la Grande-Bretagne et la France. Sauf que les États-Unis ont la double clé des missiles britanniques, donc la question se pose pour la France seulement. Donc la notion de l'OTAN, l'ambivalence de l'OTAN qui contrôle et qui protège. Et on aura dans quelques jours un sommet de l'OTAN, et des thèmes qui sont aujourd'hui discutés, je ne sais pas ce qui sera in fine à l'agenda, c'est le concept de l'OTAN dormant, ce qui n'est pas très rassurant pour une structure qui est censée nous protéger, dormant NATO. Mais dormant NATO, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la structure de commandement, de décision est maintenue, mais que ses capacités opérationnelles sont réduites. Donc vous voyez que le concept de dormant NATO est un concept qui donne la primauté à la notion de contrôle plus qu'à la notion de protection. Donc pourquoi est-ce que je rentre dans cette discussion? Non pas que j'ai une réponse à vous proposer sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, la question majeure, c'est une question des États, et il n'y aura pas d'armée européenne parce qu'il n'y aura pas de consensus pour l'avoir. L'OTAN reste une structure de protection, mais est aussi une structure de contrôle. Et la situation intérimaire, qui est une coalition de certains pays européens, ce qui était en train de se mettre en place entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sur l'Ukraine, à la fin, c'est une coalition. Et Foch disait, j'ai beaucoup moins de
d'admiration pour Napoléon depuis que j'ai commandé une coalition. Donc vous voyez qu'on est dans une situation qui est vraiment, d'un point de vue militaire, extrêmement difficile. Mais d'un point de vue industriel, la situation est très différente. Parce que la commission qui n'a pas de compétence défense a une compétence industrie-technologie. Et depuis plusieurs années, la commission utilise comme un levier cette compétence technologie-industrie pour valoriser BITDE, valoriser l'achat en commun, valoriser des programmes de recherche pour l'industrie, et d'une certaine manière rentre, je ne dirais pas par effraction, parce que je suis extrêmement heureux que ça se passe de cette façon, mais certains au Parlement, certains au Conseil européen disent par effraction que la Commission rentre par effraction dans le domaine de la défense à travers l'industrie de défense. Ce qui, d'ailleurs, est assez conforme à la philosophie française. Si vous regardez les différents livres blancs, qu'est-ce que vous y lisez ? Vous lisez que l'industrie de défense est un élément essentiel de la posture de défense. Donc on voit bien que la Commission, quand elle s'aventure sur et qu'elle investit sur le domaine de l'industrie de défense, rentre aussi dans la posture de défense. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'après toutes les incertitudes et l'absence de vision très claire à ce stade sur la défense de l'Europe, l'Europe de la défense est une Europe qui est une Europe largement industrielle. Et ça donne à l'industrie de défense en Europe une responsabilité historique qui est bien plus importante que ne pourrait l'avoir l'industrie de défense aux États-Unis, qui est dans un système pyramidal beaucoup plus intégré. Et que cette responsabilité historique de l'industrie, elle a été bâtie progressivement. Elle est souvent remise en cause par certains industriels, par certains pays, dans certaines circonstances, en disant la Commission empiète sur un domaine qui n'est pas le sien. Mais en l'absence de défense de l'Europe, je pense que c'est extrêmement important d'accompagner, de soutenir autant qu'on peut le faire cet objectif de la Commission de mettre en place à travers l'industrie une BITDE qui est un élément essentiel de cette approche collective de la défense en Europe. Et si on veut être un peu concret et pas juste discuter des principes, un certain nombre de programmes, certains interétatiques, c'est-à-dire sans aucune influence ou participation de la Commission, certains au contraire totalement communautaires, un certain nombre de programmes ont été lancés ou sont en cours de lancement. Reconnaissons que beaucoup d'entre eux connaissent un certain nombre de difficultés, mais ces programmes seront le vrai test de l'Europe de la défense. Si ces programmes ne sont pas confirmés, il ne restera plus grand-chose de l'Europe de la défense, sachant que la défense de l'Europe elle-même est dans une situation difficile que je vous ai décrite. Parce que ces programmes sont des programmes qui sont à la fois structurants pour l'industrie, structurants d'un point de vue stratégique et diplomatique entre les pays, et structurants dans les capacités opérationnelles des forces armées et dans leur capacité à travailler ensemble en interopérabilité, indépendamment d'une structure de commandement américaine. Et ces programmes, c'est le SCAF, le MGCS, le NGRT, l'hélicoptère du futur, le FMAN-FNC, désolé de tous ces acronymes, qui est le nouveau missile de croisière, le nouveau missile de frappe anti-navire de MBDA, le cargo 20 tonnes, et je garde Irisquare pour la partie spatiale. Si collectivement et les industriels ont une responsabilité déterminante, on est capable de mener à bien ces programmes, eh bien l'Europe de la défense aura fait un bond en avant extraordinaire. Si collectivement on n'est pas capable de les mener à bien, eh bien on sera dans une situation extrêmement difficile. Alors je voulais dire un mot également sur les budgets. Alors, on va prendre comme référence les États-Unis, mais on verra peut-être à la dernière planche que c'est peut-être pas la bonne référence, les États-Unis. Mais on est toujours en train de se comparer, en tout cas de s'étalonner avec les États-Unis. Dans le domaine de la défense, si on prend l'Europe des 27, plus la Grande-Bretagne, on arrive à un rapport à peu près de 1 à 3 entre les budgets, non pas de défense, mais les budgets d'acquisition et de R&T, Europe des 28 et États-Unis. 1 à 3.
Et si je peux me permettre, je regarde le temps, une petite remarque plus personnelle. Je trouve inquiétant pour le débat politique en France et en Europe que cette question de la défense se focalise presque exclusivement sur la question d'investissement dans les matériels. Alors, en tant qu'industriel, c'est évidemment un sujet qui est un sujet majeur, mais l'esprit de défense, la capacité d'un pays de se défendre, c'est pas 1 ou 2% de PIB. Et le message qui est donné à la fois à l'opinion publique, aux industriels, c'est un message qui est un message de concentration sur un des éléments parmi beaucoup d'autres de la posture de défense. Et qu'on a l'impression, en écoutant les responsables politiques, que si on fait un effort de 2-3 points de PIB, on se serrera la ceinture sur d'autres domaines, par exemple les prestations sociales ou d'autres sujets, mais on n'aura rien d'autre à faire pour être en sécurité. Et évidemment que ce n'est pas le cas. Et l'Ukraine le démontre bien. Donc voilà une petite remarque de nature personnelle. Et Thucydide, il y a quelque temps, disait « La force de la cité n'est pas dans ses vaisseaux et ses remparts, mais dans l'esprit de ses citoyens. » Et ce qu'on voit quand même, c'est une faiblesse, je trouve, à la fois de l'approche doctrinale, l'approche stratégique, la nature des menaces, la façon dont on se positionne, et cette concentration sur des budgets, et ce n'est pas les budgets, in fine, qui font la posture de défense. Alors, je ne sais pas si je vais me faire beaucoup d'amis avec ce que je vais dire sur cette planche. Mais au moins, ça va lancer le débat. On était avec mes anciens collègues d'Astrium, à l'époque ça s'appelait encore GMES. Et Galiléo n'était pas fait. Et les Britanniques tapaient dessus, et on n'y arrivait pas. Et à la fin, quelle a été la dynamique qui a permis à GMES, Copernicus et à Galiléo de démarrer et ensuite de se développer comme on l'a vu? C'est la Commission européenne qui a pris à son compte ces deux programmes, disant que ce sont des programmes stratégiques pour l'Europe. Certes, l'Agence spatiale européenne a un rôle majeur d'expertise technique, d'accompagnement sur les programmes, rôle qui d'ailleurs est assez différent si on est sur Galiléo ou sur Copernicus. Certes, les agences nationales, au premier rang desquelles le CNES, continuent à avoir un rôle majeur en termes de définition de la politique nationale, puisque comme c'est une compétence partagée, elle ne peut pas être partagée s'il n'y a pas aussi un répondant très fort côté national. Et ça, c'est un des éléments majeurs du CNES. Ensuite, également, comme l'ESA, centre technique, opérateur de défense. Mais, in fine, si on regarde une dynamique de long terme, si on regarde aussi sans trop de concessions la façon dont l'ESA s'est développée et a aussi mis en place une nouvelle approche sur les lanceurs, avec la notion de service, alors que finalement, ce n'est pas l'ESA qui sera client, avec la notion de challenge, qu'est-ce qu'on va faire sur ce challenge, comment est-ce qu'on gère les différents programmes qui, au passage, grand paradoxe de la situation, sont devenus des programmes renationalisés, parce que quand vous regardez tous les programmes des petits lanceurs, ils n'ont jamais été aussi nationaux qu'aujourd'hui. Chaque pays a son ou ses petits lanceurs. Donc le paradoxe de cette situation où l'ESA a dit « je vais acheter des services, je vais faire un challenge », c'est que les programmes sont redevenus extrêmement nationaux. Et ce qui emporte une dynamique européenne et communautaire, c'est la Commission. Donc je partage avec vous en toute transparence et simplicité ma conviction que l'avenir de l'Europe spatiale, c'est un leadership très fort, certes avec l'ESA, avec des agences nationales très importantes, de la Commission, qui devrait se mettre en place sur chacun des grands domaines, progressivement, Copernicus, Galileo, Irisquare, un grand programme SSA. Science et exploration, je pense que ce domaine restera celui des agences nationales, au premier rang desquelles le CNES et de l'ESA. Et puis les lanceurs. Vous avez peut-être suivi, début 2021, l'initiative avortée de Thierry Breton qui lançait la Launcher Alliance en disant, je pense qu'il avait raison, mais peut-être un peu trop tôt,
en disant sifflons la fin de la récréation en Europe avec tous ces petits lanceurs, tous très, très brillants. Et même en France, on a 3 ou 4 concurrents possibles. Et on voit qu'en Allemagne, il y en a 2. Quelle est l'institution, quel est le cercle que je décrivais tout à l'heure qui peut fédérer ces ambitions, traiter correctement le problème récurrent du retour géographique, avoir un financement qui est un financement communautaire, à travers un MFF qui devra être complètement renouvelé et qui se rapproche surtout si on tient compte que ce MFF finance en partie le budget ESA, qui se rapproche du budget de l'ESA. Eh bien, c'est la Commission européenne. Donc voilà, je porte ce sujet à votre discrétion et je répondrai bien sûr aux questions, aux remarques, mais je pense que c'est le sens de l'histoire et que quand on a un ratio, non plus cette fois de 1 à 3, mais de 1 à 5 entre les budgets spatiaux des États-Unis, institutionnels et militaires, et les budgets spatiaux européens, le vrai périmètre est le périmètre européen. Et même dans ce périmètre, on a un ratio de 1 à 5. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et quand on a un ratio de 1 à 5, et ça sera encore plus le cas pour le spatial militaire, quand on a un ratio de 1 à 5, on est devant un vrai dilemme. C'est-à-dire que rattraper l'écart est impossible, laisser tomber la caisse à clous, comme on dit dans l'aviation, c'est inacceptable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rattraper et on ne peut pas juste s'avouer vaincu. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut, je crois, essayer de se définir d'abord des objectifs et des ambitions et de regarder si on a les moyens de ces ambitions. Et ne pas chercher de manière, je dirais, impossible à rattraper un partenaire qui a pris une avance, en tout cas avec une différence de budget considérable. Et ça pose évidemment tout un ensemble de questions sur les grands programmes. IRIS². Je commence par le programme dont je pense qu'il est le plus urgent, le plus nécessaire et le plus stratégique pour l'Europe. Parce que IRIS², c'est la seule réponse que l'Europe peut apporter aujourd'hui. Et je ne pense pas que si elle ne l'apporte pas aujourd'hui, elle pourra l'apporter demain, non seulement à Starlink, SpaceX, mais surtout Starlink, à Kuiper et aux 2 constellations chinoises qui vont arriver. Et l'enjeu de l'IRIS² est au moins autant pour les opérateurs, SES, Eutelsat et Hispasat, qu'il ne l'est pour les satellitiers TAS et Airbus, et OHB d'une certaine façon aussi, qui est associé au projet. Parce que la situation de marché de ces 2 opérateurs devient pratiquement impossible à tenir avec une réduction massive de toutes les opérations géostationnaires et Starlink qui arrive en B2C. Et si on ne recrée pas à travers IRIS² ce qui était initialement, en tout cas pour partie, dans le périmètre de la DSP, c'est-à-dire les services, même si c'était seulement partie télécom, les satellites et les lanceurs, on ne pourra pas faire, non pas jeu égal, mais en tout cas exister, trouver sa place dans un marché où Starlink va se développer et va probablement casser les prix avec Kuiper. Alors je partage avec vous en toute transparence et je dirais confiance dans votre jugement, quelques considérations personnelles. Je sais bien, et tout le monde le sait, que IRIS² est dans une position compliquée. Parce que l'Allemagne et l'Italie disent qu'il arrive trop tard, il nous faut une constellation orbite basse avec des fonctionnalités militaires si on veut être présent sur les quelques années qui nous séparent de 2030 plus et sur lesquelles on a un besoin opérationnel qui est avéré. Je sais aussi, et vous le savez tous, que B2G et B2C, c'est pas tout à fait pareil en termes de coût gigabit. Et que si on lance du low-gov et high-gov, c'est très difficile d'avoir un business plan qui a du sens pour B2C. Et c'est pourquoi il y a de telles difficultés à Bruxelles, parce que les opérateurs disent qu'il faut grossir pour avoir
matière à faire un PPP, mais plus on grossit, plus le satellite grossit, plus il coûte cher, et moins on rentre dans le budget. Donc il y a un vrai sujet, qui est un sujet de business plan PPP sur Irisquare. Ces deux sujets, avec tout le respect, je dirais, l'amitié et sincère qu'on partage, les anciens Astrium et TAS avec Eutelsat, le grand Eutelsat qu'on a connu, il faut aujourd'hui être extrêmement lucide, et le gouvernement français l'a été, avec les changements de management et avec les préparations probablement de financement significatif corporate sur Eutelsat. Eutelsat doit être renforcé de manière extrêmement significative pour être un partenaire solide d'Irisquare et pour être un partenaire symétrique de SES, qui vient de prendre le contrôle d'Intelsat. Donc vous voyez que ces trois sujets sont des sujets qu'il faut traiter d'urgence. Le sujet constellation court terme, il n'y aura jamais de constellation court terme. On l'appelle court terme, on l'appelle gap filler, ça ne sera pas court terme, ça ne sera pas un gap filler. Italienne, allemande, les achats de capacité Starlink, les questions de compétitivité du B2C et les questions de la solidité d'Eutelsat. Ces trois sujets sont des sujets absolument majeurs. Et je ne vais pas anticiper ce que dit le président de la République, ça serait bien immodeste, mais j'espère que ce sera un sujet qui mettra sur la table vendredi, en particulier le support de l'État français à Eutelsat. D'autant plus que, pour des raisons qui ne sont pas toujours extrêmement claires, on a un actif très important, OneWeb, et quand je dis pas très clair, parce que on a quelque chose qui ne fonctionne pas de façon optimale, mais sur laquelle il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça fonctionne de manière optimale. En tout cas, il y a plusieurs centaines de satellites en orbite. Il y en a d'autres qui sont en commande, qui vont arriver vite parce que c'est des satellites repeat. Donc l'Europe a, à travers OneWeb, un gap filler pour Irisquare. Et j'anticipe que c'est ce que le président de la République dira vendredi. Et c'est la position des autorités françaises et la position de l'état-major français. Et essayons de valoriser au mieux ce qu'on a, de travailler, il y a des quick wins tout à fait importants sur les questions de sécurisation, d'amélioration des terminaux, de OneWeb, qui est injustement critiqué à travers Eutelsat. Et toutes ces critiques ne sont pas des coïncidences dans le monde de confrontation et de compétition dans lequel on est. Donc voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous sur Irisquare. Les lanceurs. Bon, les lanceurs, on dit Ariane 6, il arrive en retard, certes. Personne ne peut dire le contraire. Il y a beaucoup d'autres programmes qui ont eu des difficultés aussi. Et la question qui est le plus souvent posée, c'est est-ce que Ariane 6 est compétitif sur un tir SpaceX? On compare un tir à un autre tir. Sachant que le contexte est évidemment très différent, mais surtout que le premier objectif d'Ariane 6 n'était pas d'avoir un prix commercial compétitif, c'est un objectif, évidemment, dans le cadre d'un business case plus large, mais le premier objectif d'Ariane 6 était de garantir à l'Europe un accès souverain à l'espace. Et maintenant, si vous comparez la compétitivité, l'efficacité dans cet objectif de garantir à l'Europe un accès souverain à l'espace entre Ariane 6 et l'ensemble ULA et SpaceX, eh bien le contribuable européen a payé, on fait calcul compliqué, 3-4 fois moins cher que le contribuable américain pour avoir cet accès garanti à l'espace. Donc à ceux qui disent qu'il y a un problème sur les coûts de lancement, je dis peut-être, mais d'abord, regardons quel était le premier objectif et avec quelle efficacité par rapport aux États-Unis ce premier objectif a été atteint. Ensuite, une fois qu'on a cet objectif, on ne cherche pas à avoir autant de lancements que SpaceX, certainement pas ULA qui reste en dessous. On cherche à avoir un business model européen avec un mix de tirs institutionnels et de tirs commerciaux et qu'au total, compte tenu de la nécessité pour beaucoup d'opérateurs d'être couverts par une deuxième source sur des risques systémiques, par la précision de mise en orbite, par la capacité à avoir un deuxième fournisseur qui a toujours une valeur. Au total, on ne retrouvera peut-être pas ce qui a été la situation incroyable
de domination d'Ariane 4 et d'Ariane 5 parce que les États-Unis ont fait un mauvais choix technique sur la navette, mais on retrouvera une position tout à fait honorable sur le marché des lanceurs, et qu'une fois que toutes ces initiatives extrêmement intéressantes de petits ou moyens lanceurs se seront soldées soit par des succès, soit par des échecs, arrivera ce que j'appelle l'heure de vérité. On se mettra tous autour de la table et on regardera ce que chacun a fait ou n'a pas fait et comment chacun peut contribuer à une équipe d'Europe du lanceur lourd. Et à ce moment-là, il faudra se souvenir de deux choses. D'une part, que le lancement lourd est un élément de souveraineté, et d'autre part, contrairement à ce qu'on entend de temps en temps, qu'il n'y a pas la place en Europe pour deux lanceurs lourds en concurrence. Ça paraît évident, mais c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui intégré par tout le monde. Et quelle que soit la solution et le scénario choisi, si ces scénarios reposent sur ces deux fondamentaux, premièrement, c'est un objectif stratégique et souverain que d'avoir l'accès à l'espace. Deuxièmement, il n'y a pas la place pour deux, donc il faut une équipe européenne. Et si la Commission siffle la fin de la récré, je pense que ça va arriver entre 2026 et 2027. À ce moment-là, on sera dans une nouvelle phase qui, de mon point de vue, sera très, très positive pour l'espace en Europe à travers la Commission. Alors, un autre sujet sur lequel, là, pour ne pas faire trop d'ennemis, ni dans un sens et dans l'autre d'ailleurs, je vais vous parler d'exploration, sujet extrêmement émotionnel. Et vous avez reçu il y a quelques semaines quelqu'un qui vous a fait une conférence tout à fait négative. En même temps, il y a tout un ensemble d'éléments. Le rapport de l'Institut Montaigne dit qu'il faut que l'Europe revienne dans le vol habité. Quand je dis exploration, bien sûr, l'exploration automatique, les missions scientifiques sont des musts. La question qui se pose aujourd'hui, et qui se pose d'ici à la conférence ministérielle, c'est la question de la coopération avec les États-Unis. Est-ce qu'elle va se poursuivre? Mais si elle ne se poursuit pas, qu'est-ce qu'on fait en termes de vol habité? Est-ce qu'on continue à travailler dessus? Est-ce qu'on fait une version habitée d'Ariane 64? Est-ce qu'on travaille sur un ensemble de modules? Et on connaît bien les éléments de ce dilemme. C'est un vrai dilemme. Si Artemis s'appelle Artemis, c'est pas une coïncidence. Artemis, c'est la sœur d'Apollo. Donc on voit bien qu'à quelques décennies d'écart, le message des États-Unis, c'est « j'ai battu les Russes, les Soviétiques sur Apollo, je vais battre les Chinois sur Artemis ». Donc ça s'appelle Artemis parce que c'est une confrontation globale entre les deux grandes puissances. Est-ce que nous, Europe, on rentre dans cette logique ou pas? Et les autres arguments, qui sont des arguments tout à fait valides, mais qu'il faut, je dirais, tester sur la réalité, c'est l'intérêt scientifique, les ressources naturelles sur la Lune, le facteur entraînement en termes de technologie, le côté un peu transhumaniste que personnellement je n'approuve pas vraiment chez Musk, qui est lorsque cette planète sera usée, on ira sur une autre planète, en laissant les 3/4 de l'humanité vivre sur cette planète usée. Je pense que cet argument est un argument terrifiant. Je ne sais pas ce qu'on aura dans les prochaines semaines comme retour des États-Unis sur la possibilité de continuer cette coopération, mais si ce n'est pas le cas, il faudra prendre une décision qui devra être une décision blanche ou noire. On ne pourra pas continuer longtemps sur le gris en disant on va faire quelques travaux sur des modules de service, sachant qu'il n'y a pas de programme en coopération sur lesquels on pourra utiliser ces modules de service. Et soit l'Europe le décide, et si on pense qu'aujourd'hui, chaque Européen paye en moyenne 20 € par an pour le spatial, c'est-à-dire une place de cinéma et 3 cafés, mettons, on peut se dire, si on peut très bien passer de 20 à 40. Et à ce moment-là, on fait le vol habité et on fait beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est vraiment paradoxal, en tout cas très frustrant, c'est de voir que ce type de raisonnement, 20 € par an, 40 € par an, qui peut paraître extrêmement abordable, en fait, quand ça se traduit dans des équations de finances publiques, c'est extrêmement difficile à décider pour le pouvoir politique. Et je pense qu'une voie de coopération avec d'autres pays extra-européens comme l'Inde, par exemple, ou le Japon sur l'exploration, sont des voies qui sont intéressantes à condition que ce soit des voies européennes, que ce ne soit pas la France qui dise « je ne peux pas coopérer avec mes partenaires européens, donc je vais
en Asie avec le Japon ou l'Inde. Je pense que ça devrait être, parce qu'on entend une chose différente sur ce sujet. Ça devrait être une véritable ambition européenne et pas seulement nationale de coopérer. Je suis en retard, je me dépêche. Europe de l'espace de défense. Bon. On a vu, et c'est en fait un peu le pitch de ma conférence, on a vu toutes les dynamiques complexes entre les différents cercles de l'Europe de la défense, de l'Europe de l'espace, et l'Europe de l'espace de défense est à l'intersection de ces cercles, de ces dynamiques et de ces difficultés. Et il faut bien reconnaître que depuis plusieurs années, on a plutôt été dans la mauvaise direction sur l'Europe de la défense de l'espace. Il y a quelques années, on était, avec les accords de 2002, Schwerin, on était sur un échange optique-radar dans un cadre de dépendance mutuelle. Parce que ceux qui avaient le radar n'avaient pas l'optique, ceux qui avaient l'optique n'avaient pas le radar. Donc c'était une spécialisation en termes de services et de data qui était fondée sur une dépendance mutuelle. Et la dépendance mutuelle, c'est quand même ce qui est le plus solide en termes de coopération et en termes d'indépendance finalement. Bon, tout ça a été balayé avec les satellites Georg. On a eu des tentatives de coopération sur les arts avancés qui ont été compliquées. Heureusement que CSO continue comme... N'oublions pas que le CSO3 a été payé par l'Allemagne quand même. Heureusement qu'on continue sur CSO à avoir les partenaires qu'on avait sur Helios 2, et qui d'ailleurs sont très contents d'avoir des images. Mais vous voyez, c'est un certain niveau de coopération. Mais ce n'est pas une coopération qui est une coopération entre partenaires de même niveau. Il y en a un pays qui a toutes les capacités qui fait le satellite et qui partage ces images avec d'autres partenaires. Donc il faut bien reconnaître que dans le spatial de défense, l'évolution n'a pas été positive parce qu'elle reflète finalement les contraintes et les challenges que j'ai décrits d'une part sur le spatial, d'autre part sur la défense. Alors que faire ? Sur le premier volet qui était Europe de la défense, défense de l'Europe, au risque de simplifier à l'extrême une situation très compliquée, ce que j'ai partagé avec vous, c'est faisons ces 6 programmes. On les mène à bien. Et avec 6 programmes, on aura fait une bonne partie du chemin. Donc, concentrons-nous sur chacun de ces 6 programmes et essayons de n'en rater aucun. Sur l'Europe du spatial, ce que je vous ai dit au risque encore de simplifier, c'est que laissons la Commission prendre le lead sur les 5-6 grands sujets, avec toute la place pour les autres acteurs, et la Commission a à la fois l'ambition et le moyen, la dynamique politique de lancer cette Europe spatiale. Sur le spatial de défense, je ne saurais pas quoi vous dire d'autre que essayons d'être pragmatiques et de travailler sur un certain nombre de domaines en parallèle. Le premier domaine, c'est ce qu'on pourrait appeler les F-35 en orbite. Alors, personne ne les a vus, ces F-35 en orbite. Et d'ailleurs, ce n'est pas des F-35, c'est des satellites d'observation et de télécom américains. Et à la différence d'un F-35 qui décolle avec les cocards de la Royal Air Force ou de la Luftwaffe, avec un pilote britannique ou allemand, ces satellites, personne ne les pilote, sauf évidemment les forces américaines. Et pourtant, c'est une dépendance majeure et un achat majeur qui peut-être en termes de montant n'est pas équivalent à F-35 Patriot, mais qui en termes de conséquences opérationnelles et de dépendance est absolument significatif. Et ces différents pays européens, les 27, et d'une certaine manière les 28 aussi en comptant la Grande-Bretagne, parce qu'autant la Grande-Bretagne a investi massivement sur Paradigm, Skynet 5, Skynet 6, autant on n'a pas beaucoup vu. On commence à le voir avec des programmes de moindre performance, de systèmes d'observation de très haute performance en Grande-Bretagne, parce que les images viennent des États-Unis. Et d'ailleurs, même en plus de Skynet 5
et de paradigme, il y a tout un ensemble de capacités américaines qui sont utilisées. Mais si on fait la courte liste des pays européens qui ont des satellites de télécom militaires, la France bien sûr, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. 5. Et les autres pays utilisent des capacités américaines. C'est ce que j'appelle, pour frapper un peu les esprits, les F-35 en orbite. Et on voit que ces pays soit rejoignent d'autres pays, comme la Pologne avec Pléiade par exemple, soit sont intéressés par des capacités télécom ou des capacités d'observation venant d'autres pays, de coopération ou même de la Commission européenne à travers les différentes initiatives d'observation et de télécom. Donc ça, c'est, dans une approche pragmatique, je pense la première voie, c'est que ces différents pays, les 27-5, progressivement rentrent dans un périmètre élargi, à la fois télécom et observation des pays qui sont dotés. Deuxième voie, l'interétatique. On discutait récemment avec certains collègues d'une sorte d'ESA militaire, de grands organismes qui permettraient d'avoir une approche de défense spatiale en Europe. Reconnaissons qu'aujourd'hui, non seulement on en est loin, mais les ingrédients ne sont pas là. Puisque, encore une fois, en revenant sur les différents cercles, la compétence militaire est interétatique. La compétence spatiale non militaire, elle est à la Commission, mais il n'y a pas institutionnellement un des cercles qui peut accueillir l'Europe de la défense spatiale. Elle est éclatée entre ces différents cercles, et en fait, elle est très largement sur l'interétatique. Donc, la deuxième voie, et ça c'est une voie qui n'est pas de la responsabilité de l'industrie, mais la responsabilité, je dirais, au-delà des forces armées des États, c'est de trouver enfin l'ambition, la volonté, ensuite les procédures, ensuite tous les moyens de contrôle des informations pour que des pays comme la France et l'Allemagne puissent de manière beaucoup plus ouverte, et la Pologne et l'Italie, partager des données aujourd'hui considérées comme purement nationales, comme les lignes par exemple. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas partager avec l'Allemagne un programme comme Céleste, alors qu'on voit bien qu'on a des difficultés à le financer, et que je sache, il n'y a pas de situation. On propose même d'étendre la dissuasion nucléaire à nos voisins européens. Donc je ne vois pas qu'il y ait de situation, pour reprendre les termes du traité de Lancaster-House avec la Grande-Bretagne, où les intérêts vitaux d'un pays sont menacés, alors que les intérêts vitaux de l'autre pays ne le seraient pas, et réciproquement. Donc ces données qui aujourd'hui sont des données considérées comme extrêmement sensibles, d'autant plus sensibles que vous voyez que les satellites Georg ne sont pas la Bundeswehr, ils sont au BND, et qui viennent à la DGSE, que si on n'a pas une volonté politique de très haut niveau, qui d'une certaine manière dit aux forces et dit aux services, vous devez coopérer au moins dans un échange de données, on continuera sur des voies purement nationales qui sont des duplications importantes et d'un point de vue de la dynamique européenne, qui sont des affaiblissements de la façon dont on se défend ensemble. Alors quels sont les éléments sur lesquels on peut travailler au plus haut niveau en confiance, mais encore une fois, ce n'est pas aux industriels de le dire, c'est aux autorités de chacun des pays. Je pense tout ce qui est ELINT, la très haute résolution, pour avoir un peu plus de compréhension de ce que font les uns et les autres. Probablement un jour, il faudra investir sur de l'hyperspectral, et il ne faudra pas qu'on le fasse de manière redondante. Probablement des satellites radars de meilleure performance et de meilleure résolution. Peut-être IRIS, mais je pense que IRIS a vocation à avoir les mêmes types de partenariats que Helios 2 et ensuite CSO. Donc là, on est quand même sur une ligne qui est assez bien tracée. Et puis un sujet qu'on adore à Toulouse et qu'on a perdu et qui nous a fait pleurer, c'est le poste spirale. Donc les plus anciens s'en souviennent parce que malheureusement, beaucoup d'anciens qui avaient cette compétence technique sont partis. Mais quand on a fait le démonstrateur spirale sur Myriad, qui était censé être un démonstrateur technologique, de fait, il a si bien marché qu'il a été un démonstrateur opérationnel. Et que les objectifs du Spiral de l'époque, qui étaient premièrement renforcer la dissuasion par identification d'agresseurs, deuxièmement surveiller
des accords de non-prolifération. Et troisièmement, établir une première brique opérationnelle dans une défense antimissile de théâtre. Vous voyez que j'ai bien appris ma leçon. 20 ans après, je m'en souviens, parce que la DGA et les autorités françaises nous ont dit voilà ce que vous devez dire. Et vous devez le dire à ce mot près. Parce que ce n'est pas une défense de territoire, c'est une défense de théâtre. C'est la surveillance des accords. Et c'est pas rétablir, bien sûr, c'est renforcer la dissuasion. Et chacun de ces mots a été utilisé par le président Hollande au sommet de Chicago. Et c'était les éléments de langage que nous avions, nous, industriels. On avait accumulé un savoir-faire extraordinaire sur Spiral. Ensuite, il y a eu d'autres solutions qui ont été, non pas fonds de terre, mais fonds de ciel, qui ont été mises en place par OHB. Et aujourd'hui, il y a ce programme au Fonds européen de défense qui s'appelle Odin's Eye. Mais mon analyse personnelle, c'est que ce sujet est tellement souverain qu'il va revenir dans un cadre interétatique à un bon moment. Parce que la France a de son côté besoin de renforcer la dissuasion par identification de l'agresseur, ce que ferait un satellite early warning, et que l'Allemagne de son côté, avec un programme que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, mais qui au moins existe, c'est-à-dire European Sky Shield, a besoin d'avoir aussi un dispositif d'alerte avancée, qui d'ailleurs a des domaines d'intervention différents, parce que la France ne veut pas travailler sur l'exo-atmosphérique, parce que la doctrine de dissuasion, c'est la défense de territoire est assurée par la dissuasion. Et seule la défense de théâtre contre des menaces conventionnelles est assurée par une défense antimissile balistique de théâtre, qui sont les systèmes Aster, Bloc ANT, NG. Donc je pense que avec les déclarations qui ont été faites par le chef de l'État sur une extension de la couverture de dissuasion, tout en gardant exclusivement la décision d'appuyer sur le bouton en français, c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République française, on a des éléments, je crois, pour travailler sur un système d'alerte avancée, avec peut-être plusieurs systèmes qui se parlent, une bonne coopération interétatique. Donc, coopération interétatique, alerte avancée, et l'INT, très haute résolution. SIGINT, je pense qu'on a des choses à faire, mais il faudrait que le niveau politique le prenne à son compte. Et puis, dernier point, la Commission, dans son avancée résolue mais progressive, parce qu'elle se heurte à tout un ensemble de résistances sur la question de l'absence de compétences sur le domaine de défense, avance par l'industrie, mais avance aussi dans le domaine spatial, qui est un domaine de compétences partagées, avance sur des systèmes qui sont des systèmes duaux. Sachant qu'aujourd'hui, le terme dual, en fait, il n'est plus vraiment représentatif de la réalité. On devrait dire un continuum entre la défense et le commercial, et pas une rupture à un moment donné. Et quand on parle de constellation observation, ce qui était un des projets de Thierry Breton, les éléments d'Iris², qui pourraient très bien, à terme, être une seule sorte de, non pas seulement de Starlink, mais de Starshield européen, avec tout un ensemble de senseurs. Les questions de SST, SSA sont des questions que la Commission peut prendre à son compte, parce qu'il y a à la fois des applications commerciales directes et des éléments de très grande souveraineté. Donc voilà ce que je voulais dire sur le spatial militaire. On va pas dans le bon sens, il y a des bons éléments, il faut être pragmatique, il faut travailler à mon avis sur ces trois voies. Et ça me rappelle une situation, un exercice qu'on avait fait il y a 20 ans. Alors, je ne suis pas là pour faire un peu d'archéologie sur le spatial, mais comme les éléments du contexte étaient très semblables à ce qu'on a aujourd'hui, je voulais le partager avec vous. Donc il y avait un groupe un peu confidentiel et où j'étais présent pour représenter l'industrie spatiale qui s'était montée avec les forces, les états-majors, les services et les services de l'État sur la stratégie spatiale militaire. Ce groupe s'appelait le GOSPS. Et d'ailleurs, quand on regarde sur Internet, on le retrouve, sauf que le rapport a été classifié, donc on retrouve juste le nom et puis quelques communiqués de presse. Et à l'époque, le ratio entre les dépenses militaires spatiales européennes, mais qui étaient presque uniquement françaises à l'époque, et les dépenses américaines était de 1 à 20.
Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on a un écart aussi important, qu'est-ce qu'on fait? Impossible à rattraper, mais inacceptable de baisser les bras. Donc il faut se poser les questions différemment. Et se poser la question différemment, c'était de dire, quelle est notre ambition? Est-ce que notre ambition n'est pas une ambition d'autonomie stratégique, terme qu'on a revu ensuite à plusieurs reprises? Et effectivement, l'ambition de l'Europe et l'ambition de la France, c'était une ambition d'autonomie stratégique. Et à l'époque, l'ambition des États-Unis, c'était Space Dominance, qui a été dévalorisée en Space Superiority au moment où les Chinois sont arrivés avec des capacités très importantes. Dominance, on ne laisse pas rentrer l'adversaire sur le terrain. Superiority, on le laisse rentrer et on le bat. On voit qu'il y a quand même un écart assez important entre dominance et superiority. Donc à l'époque, ce ratio de 1 à 20, c'était un ratio par rapport à des États-Unis qui avaient un objectif de space dominance. Et on s'est posé la question, capacité par capacité, qu'est-ce qui est nécessaire pour être dans une logique de autonomie? Ça voulait dire moindre visite, moins de performance, on écoute le volume, on n'écoute pas le contenu des conversations, on n'a pas de quick launch, on n'a pas de microsatellites qui travaillent sur des théâtres d'opération, on a un système d'alerte avancée plus simplifié, on n'a pas l'équivalent de CBIRS. Donc on s'était posé cette question et on avait conclu qu'en passant de 1 à 2, tout en restant avec ce ratio très important, on atteignait cet objectif d'autonomie stratégique. Donc quand on a un tel écart, il faut se poser la question d'une autre façon, qui est quelle est mon ambition politique, quelle est mon ambition opérationnelle. Et aujourd'hui, l'écart entre le spatial militaire en Europe et le spatial militaire aux États-Unis, c'est de 1 à 15. Donc pourquoi j'ai pris cet exemple des années 2000 ? Parce qu'on était de 1 à 20, on est passé de 1 à 10, et maintenant on a reculé de 1 à 15. Donc quand on a ce ratio de 1 à 15, il faut essayer de se définir quel est l'objectif. Bon, on ne va pas le faire aujourd'hui, d'autant plus que le temps passe, mais une petite indication qui vaut ce qu'elle vaut. Il y a quelques années, le secrétaire d'État américain à la Défense disait « Notre objectif, c'est, en termes de technologie, une génération d'écart avec mes alliés, 2 générations avec mes ennemis. » Au moins, ça a le mérite de la simplicité. Eh bien, peut-être que notre objectif, une fois qu'on a regardé les questions d'autonomie et d'indépendance, c'est de se dire, n'ayons pas plus d'une génération d'écart. Et ce rapport de 1 à 15, peut-être qu'il faut qu'il passe de 1 à 6 ou 1 à 7. Mais il faut se fixer un objectif à la fois atteignable, raisonnable, ambitieux, et qu'on puisse surtout quantifier. Alors, je vais conclure, pour laisser un peu de place aux questions quand même, sur ce sujet. Souveraineté nationale, souveraineté européenne. 2001, comme je suis à la retraite et que je suis senior, comme on dit, c'est mon privilège de pouvoir parler des années passées, mais connaître l'histoire, c'est très important. 2001, qu'est-ce qui s'est passé en 2001? Beaucoup de choses. En 2001, Colin Powell a été à la tribune de l'ONU et a menti. Et dans ses mémoires, il dit « C'est la plus grosse honte de ma vie, j'ai menti. J'ai menti sur ordre, certes, comme dit un militaire, mais j'ai menti. » Et il a menti en disant « Nous avons des images satellites qui démontrent que l'Irak développe et produit et va utiliser des armes de destruction massive. » Sauf que nous, on avait Helios 2. Et on a été prendre des images sur les mêmes sites. Et en prenant ces images, on a eu la preuve que les images montrées par les États-Unis avaient été trafiquées pour justifier, avec ce pauvre Colin Powell, à la tribune des Nations Unies, pour justifier un déclenchement de guerre sur l'Irak après les événements du 11 septembre. On n'a pas été jusqu'à montrer les images au monde entier et à dire « ne les croyez pas », mais on a dit « on n'y va pas », parce qu'on avait cet accès indépendant et autonome à une information absolument stratégique. C'est le moment, vous vous souvenez, où on mettait le Beaujolais dans les caniveaux et les French fries avaient été rebaptisés Liberty Fries. Bon. Tout ça dans une situation où l'histoire a donné absolument raison à la position française. Et cette position française a été permise par les performances de ce satellite Helios 2. Ça, c'est les militaires. On est dans le domaine de la souveraineté.
Donc la capacité à se forger une opinion qualifiée et autonome et à la partager avec les bons arguments avec ses partenaires ou avec les gens avec qui on négocie de l'autre côté de la table. Quelle va être, parmi d'autres, mais quelle va être la très grande négociation avec des milliers de milliards qui va s'engager sur les 15, 20, 30 prochaines années? C'est la négociation entre les différents pays qui ont signé la COP, donc l'engagement net zéro en 2050, pour dire on y est pas, j'y suis, je proclame que j'y suis. Les pays en développement vont dire à juste titre sur le principe nous avons besoin d'un peu plus de temps. Donc qu'est-ce qui va nourrir en termes d'arguments objectifs cette négociation où chacun va devoir argumenter qu'il est sur la bonne feuille de route et que l'autre ne y est pas forcément et que ce sont des centaines de milliards qui doivent être placés pour compenser les pays en voie de développement, pour compenser ceux qui sont en avance par rapport à ceux qui sont en retard, c'est le climat. Et qu'est-ce qui nous apporte ces données? C'est Copernicus, entre autres, mais largement les programmes Sentinelle. Et aujourd'hui, à peu près la moitié des données des rapports du GIEC sont des données qui sont des données spatiales. Et on voit les prochains programmes qui se concentrent sur la mesure de la teneur en CO2 de l'atmosphère, les émissions. Donc, Copernicus sera aussi important pour avoir une position objective, souveraine et documentée de l'Europe sur la question de climat qu'en 2001, Hélios de l'été, pour ne pas rentrer indûment dans cette guerre du Golfe. Bon, c'était presque ma conclusion en fait. J'ai encore deux, trois points. Ce que j'ai décrit tout à l'heure sur l'ambivalence de l'OTAN, qui est en fait l'ambivalence des États-Unis à travers l'OTAN. À la fois l'OTAN qui protège et l'OTAN qui contrôle. Quand il y a quelques années, et jusqu'à assez récemment, la seule question qu'on se posait, c'était jusqu'où est-ce que l'OTAN va nous protéger? La notion d'autonomie était toujours valable. Parce qu'on est autonome lorsqu'on a un grand frère qui nous protège et on cherche à mettre en place une certaine marge de manœuvre d'action. Mais si ce grand frère, à la fois il nous protège, mais il nous contrôle aussi, la notion d'autonomie devient un objectif d'indépendance. Et là, je sors complètement de mon domaine de compétences. Parce que quelle est la vision que l'Europe doit avoir d'elle-même par rapport aux États-Unis? Est-ce que c'est une vision d'autonomie avec un grand allié ou est-ce que c'est une vision d'indépendance avec le discours que le vice-président Vance a prononcé à la Munich Security Conference au mois de janvier? Est-ce que c'est indépendance ou autonomie? Parce que si je reprends le raisonnement qu'on avait fait dans les années 2000 sur le spatial de défense 1 à 20, 1 à 10, c'est pas du tout pareil d'avoir un objectif d'autonomie, un objectif d'indépendance. Voilà, je vais finir mon petit speech sur cette question, qui est une question vraiment de nature politique et géopolitique, et j'espère que j'ai été capable en un peu plus d'une heure de partager avec vous quelques réflexions personnelles. Bon, il y a des questions quand même. Oui, madame, il faut un micro. Il va vous arriver. Après, ça sera Jean. Levez la main pour qu'on identifie et laissez-nous le temps de vous apporter. C'est la dame en rouge qui a levé la main en premier. Il arrive de votre droite. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette intervention.
Et du coup, j'ai envie de vous partager quelques visions parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Et je pense qu'il est important d'apporter quelques visions nouvelles. Tout d'abord, nous parlons de politique de défense. Eh bien, j'ai envie d'être créative ce soir, au-delà des énergies destructrices. Et donc, dans cette créativité, j'ai envie de proposer un nouveau terme, une politique d'intégrité, pour éviter justement, vous aviez parlé de posture, pour éviter cette posture de victimisation finalement dans cet élan de défense. Et plutôt du coup d'offrir l'énergie, l'argent, l'esprit, comme vous dites, la force de l'esprit, de l'offrir dans une voie nouvelle, avec pour objectif de renforcer la diplomatie. Et aussi, je me pose la question, mais qui sont les gardiens des droits humains dans toutes ces questions-là? Est-ce qu'il y a des groupes aussi de réflexion autour de ça dans ce système de défense que j'ai plutôt envie d'appeler système d'intégrité, de politique d'intégrité? Et donc, dans cette politique d'intégrité, pour moi, il est important de renforcer en effet la coopération internationale, vous en avez parlé, et puis aussi d'être dans cette compréhension et cette écoute profonde des conflits mondiaux qui ont eu lieu depuis des millénaires pour favoriser la réconciliation et ne plus être dans ce regard d'ennemis ou alliés qui encourage de manière peut-être plus subtile une politique de guerre. Et donc, j'ai envie de vous partager cette vision de plénitude et de transformation. L'OTAN comme source de transmutation et de transformation. Il y a un livre que je vous conseillerais de lire, peut-être l'avez-vous lu, 1938, Jean Giono, Lettres aux paysans sur la pauvreté et la paix, qui est très, très intéressant parce que ce que dit Jean Giono, il ne dit pas seulement la guerre est horrible, il dit quand on regarde l'histoire, toute guerre a été inutile. C'est un peu ce que vous dites. Et j'espère que dans mon discours, vous n'avez pas compris comme un va-t-en-guerre du tout. Je pense que l'objectif qu'on a, c'est un esprit de défense et pas seulement des équipements. Un esprit de défense, c'est la résilience, c'est aussi l'intégrité et la solidité de la nation. Et aujourd'hui, on peut quand même se poser des questions quand on voit combien cette nation française et les pays européens autour de nous sont sensibles à des perturbations ou des chocs extérieurs. Et l'objectif n'est pas d'aller en guerre, l'objectif c'est de se défendre. Et il y a ce fameux dicton, si tu veux la paix, prépare la guerre. Moi je pense aussi avec vous que si on veut la paix, il faut aussi préparer la paix. Et préparer la paix, c'est aussi éviter de donner des signaux de faiblesse. Et je prends comme exemple un peu provocateur et un peu méchant, je reconnais, mais puisqu'on n'est plus on est entre nous et puis c'est une question-réponse. Quelques mois avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de quoi discutions-nous, ou tout un ensemble d'activistes d'ONG, de plateformes, discutaient à Bruxelles dans le cadre de la taxonomie? On discutait d'un projet de bannir toute entreprise faisant plus de 5% de son chiffre d'affaires dans la défense du label taxonomie, donc en fait d'un financement égaux aux autres financements. Imaginez-vous ce que pouvait penser Poutine quand il voyait à Bruxelles une discussion sur toute entreprise faisant plus de 5% de son activité dans la défense n'est pas jugée comme éthique et doit être bannie. C'est un pays ou une Union européenne qui n'a pas envie de se défendre. Et c'était un mauvais message, parce qu'in fine, à la fois l'Ukraine s'est défendue et l'Union européenne est intervenue en support extrêmement fort de l'Ukraine. Donc le pire,
c'est de donner un signal de faiblesse, alors qu'au fond, on a une force intérieure et de l'intégrité qui permet de se défendre, parce que donner un signal de faiblesse, alors qu'on devrait donner un signal qui correspond à notre réelle résolution, c'est un élément de vulnérabilité et donc un élément de menace majeure pour les droits humains que vous décrivez. Donc je pense que c'est le bon équilibre, et je vous conseille de lire cet excellent bouquin, parce qu'il n'a pas les arguments pacifistes habituels. Il dit la guerre est inutile. Et effectivement, on voit qu'aucune guerre ne s'est terminée comme on pensait qu'elle se terminerait au moment où elle a été lancée. Et pourtant, toutes les guerres ne sont pas inutiles. La Deuxième Guerre mondiale n'est pas inutile. Et c'est pour ça que j'ai noté que Jean Genot avait écrit son livre en 1938. Il n'a pas écrit en 1920, après l'horreur de la Première Guerre mondiale. Il a écrit en 1938. Donc, c'est des sujets légitimes, compliqués. Et mon point, c'est de dire, ne donnons pas un sentiment de faiblesse et d'absence de résolution qui peut conduire à un conflit que nous n'avons pas mérité. Je crois qu'il y a une question devant. Non. Jean. On n'entend pas, pardon. Ça marche? Oui, d'accord. Merci pour cette conférence. Je comprends mieux les enjeux de l'Europe par rapport à l'OTAN notamment. J'ai une question assez spécifique et qui ne vient pas de moi. Elle circule entre un petit cercle d'anciens d'Airbus. La question, c'est Kourou. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui qui est notre centre de lancement? Est-ce que par rapport à des questions de défense, ce n'est pas une vulnérabilité importante aujourd'hui pour l'Europe? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer de diversifier, consolider? La DARPA s'était beaucoup intéressée au lancement depuis des bases qu'on pouvait déplacer. Est-ce qu'il y a une réflexion sur Kourou aujourd'hui par rapport à la vulnérabilité des lancements de défense? Il n'y a pas de réflexion que je sache. En revanche, il y a effectivement des questions. Si vous avez vu le dernier rapport de l'Institut Montaigne, il parle de la résilience des différentes bases de lancement. Je pense que ça serait totalement impossible et non justifié d'avoir une double source sur les lanceurs lourds. En revanche, s'il y a dans le cadre des politiques France 2030 et ensuite dans ce que fait le CNES avec un certain nombre de lanceurs plus petits, avoir une capacité que les militaires d'ailleurs envisagent de lancement quick launch du territoire national, que ce soit d'ailleurs sol ou aéroporté, parce qu'il y a des solutions aéroportées. Et ces solutions aéroportées ne sont pas seulement des solutions avions d'armes d'ailleurs, il y a des solutions aéroportées sur des gros porteurs qui permettent aussi de maintenir cette activité dans un cadre qui est un cadre militaire, c'est-à-dire une base militaire, comme la base d'Istres, qui est une base essentielle pour le raid nucléaire à travers les MRTT. Donc il y a un certain nombre de scénarios qui sont, si ce n'est étudiés, en tout cas évoqués, mais je pense que la réponse Kourou, c'est la protection de Kourou. Et protection de Kourou qui est aussi quelque chose sur lequel une grande expérience a été accumulée et qui mobilise à chaque fois des efforts importants, à la fois très en amont sur le renseignement et sur les forces qui sont présentes à Kourou. Mais tout élément de vulnérabilité doit être pris en compte. Et ils sont extrêmement nombreux. Un exemple, on anticipe qu'en cas d'alerte nucléaire, les familles de tous les pilotes reçoivent des mails de puissances étrangères bien intentionnées, mais évidemment avec des relais en France, leur disant voilà ce qui va se passer, voilà ce que va devenir votre mari ou votre papa, et pour saper le sujet. Et dans une question beaucoup plus anecdotique, vous savez que les punaises de lit, c'est quand même une invention du KGB, enfin du FSB. Donc il y a tout un ensemble d'actions de désinformation, et ces actions de désinformation, elles préfigurent des actions potentiellement
de sabotage. Ces questions de sabotage, c'est pas seulement Kourou. Si les conflits deviennent plus durs encore, ça sera un peu ce qu'on a vu sur le Festival de Cannes. Et quand officiellement on dit un acte de malveillance, je veux bien qu'on appelle scier plusieurs poteaux électriques des actes de malveillance. Moi, j'appelle ça plutôt acte de sabotage. Il y a plusieurs questions. On va essayer de rapprocher les micros. Merci. Olivier, j'ai été salarié quand vous étiez le patron. Vous en avez gardé bons souvenirs. Pendant ma Je vais carrière, poser la question. pendant ma carrière à Sriom et Airbus DS, en tant qu'Européen convaincu, j'ai toujours été choqué par une expression qu'on entendait souvent, Neo National Eyes Only. Et donc, c'est avec un grand plaisir que j'ai entendu votre position sur le fait qu'il est difficilement imaginable qu'un intérêt stratégique français ou italien, espagnol, allemand, etc., ne puisse pas être aussi un intérêt stratégique français. Donc, la question est très simple. Est-ce que l'on ne va pas enfin voir la disparition de ce concept obsolète de National Eyes Only? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est, j'ai bien écouté l'aspect Space Dominant ou Space... Superiority. Merci beaucoup, Superiority. Et donc, dans le cas où il y a un conflit spatial, c'est-à-dire avec des destructions de satellites, pourquoi pas, pas simplement des perturbations hyperfréquences, mais une destruction physique. On connaît tous la question des déchets en orbite. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de prévu? Parce que ce serait le pire des champs de bataille. J'ai beaucoup de respect pour les combats navals, mais une fois que le combat est passé, les navires ont coulé, ils sont au fond de l'eau. En spatial, on sait bien que les débris subsistent. Donc, on aura gâché un bel environnement spatial pour toute l'humanité. Est-ce que ça, c'est pris quelque part en compte? Parce que cette hypothèse, je pense, elle n'est pas nulle. Voilà, c'était ma deuxième question. Merci. Donc, c'est pris quelque part en compte, mais c'est évidemment des données extrêmement sensibles et classifiées. J'ai accès que à ce qui est public. Dans les dernières stratégies publiées US et UK sur l'action dans l'espace, et également un élément de la stratégie d'espace de défense publiée en 2019 en France, ce sujet est bien mentionné. Et pas seulement pour le bien de l'humanité, c'est qu'on voit bien que s'il y a un effet exponentiel qui peut conduire, selon certaines théories, à ce que ce soit l'ensemble de l'orbite qui soit inutilisable parce qu'il y a un effet boule de neige sur des débris qui en créent d'autres et qui ensuite deviennent totalement impossibles à contrôler. Donc aujourd'hui, avec ce qu'on peut savoir de sources ouvertes, je suis prudent sur le sujet, les destructions de satellites, si destruction il y a, dans le cadre d'actions dans l'espace, se feront par des moyens qui ne créent pas de débris. En tout cas, c'est la position de quelques grandes puissances et c'est aussi l'intérêt de tous. Donc je pense que ça sera plus une discipline liée à l'intérêt qu'une discipline liée à la régulation. Ensuite, je réponds à une question que vous n'avez pas posée, mais qui est connexe et en fait que je voulais aussi évoquer dans mon speech, et qui était une des sorties de ce groupe de travail GOSP dans les années 2000, qui était de reconnaître que toute infrastructure spatiale est par nature vulnérable, que sa protection est une protection difficile, coûteuse en termes de performance, et que l'agresseur bénéficie de l'avancée des technologies, alors que celui qui est en orbite, par définition, il a un niveau de technologie qui est celui au moment où il a été lancé. Et que donc il y a une inégalité intrinsèque entre le glaive et le bouclier sur ce qui est de la vulnérabilité des infrastructures spatiales. Et le concept qui avait été étudié, qu'on retrouve d'ailleurs sans que le mot
soit repris, parce que ce mot est un mot qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment, à juste titre, c'est le mot dissuasion. Donc le concept qui avait été utilisé, parce que la dissuasion aujourd'hui, on ne peut parler que de dissuasion spatiale en France. La notion de deterrence américaine n'a pas sa traduction en France, et la question de riposte graduée ou de déterrence globale n'est pas la doctrine française. Donc j'emploie ce mot dissuasion avec beaucoup de précaution, en disant que ce n'est pas le mot officiel, mais en fait ça permet de bien comprendre. La dissuasion est basée sur plusieurs hypothèses, en tout cas certitudes. C'est que celui qui agresse sait qu'il sera non seulement détecté, mais identifié. C'est pas seulement de dire « je serai identifié », c'est « je sais que tu seras identifié ». Élément numéro 1. Élément numéro 2, je suis capable de t'infliger un dommage très, très significativement supérieur à celui que tu m'infliges dans ta première action. En termes de dissuasion nucléaire, c'est un dommage totalement inacceptable, qui est celui de la puissance nucléaire. Dans le domaine spatial, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à une destruction massive de toute l'infrastructure orbitale. Et c'est pas seulement être capable de le faire, c'est que la personne ou l'ennemi en face sait qu'on est capable de le faire. Donc c'est basé sur deux choses. Je sais que tu sais que je t'ai identifié, et je sais que tu sais, et j'en suis capable, que je sais t'infliger des dommages qui sont sans commune mesure avec celui que tu m'as infligé. Et ça, c'est toute l'idée de ce qu'on appelle la dissuasion spatiale. Aujourd'hui, il faut trouver un autre mot. C'est, in fine, de protéger dans une sorte de compartiment autonome l'infrastructure spatiale, parce qu'on a cette logique dissuasive qui est une logique pour éviter une escalade spatiale. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner, comme la dissuasion? Je pense que les éléments sont là. Est-ce que c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, a empêché des visites inopportunes? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui a empêché jusqu'à présent, tant qu'on peut le savoir, et franchement, on n'en sait rien parce que c'est évidemment donné classifié, des actions qui sont des actions illicites ou agressives? Probablement. Et quand Florence Parly, dans son discours de présentation en 2019 de la stratégie de défense spatiale, emploie la jolie expression le satellite Luch Olympe a déposé sa carte de visite chez 8 satellites, auprès de 8 satellites français et européens. Cette phrase est extrêmement forte, parce qu'elle dit « on sait que vous l'avez fait sur 8, donc on les a comptés, espérons que c'est 8 et pas 10, comme ça le message qu'on donne aux Russes est un message extrêmement clair, on le sait. Déposer sa carte de visite, ça veut dire « c'est pas agressif, donc je n'ai pas pris d'action. Si ça avait été plus que la carte de visite, j'aurais pris une action en retour, mais la carte de visite, je tiens juste à ce que vous le sachiez. » Donc je pense que ce type un peu de grammaire de la dissuasion spatiale, comme il y a une grammaire de la dissuasion nucléaire, c'est extrêmement, extrêmement important. Et je cite cette citation de Florence Parly parce que je la trouve extrêmement bien tournée. Et du coup, je ne me souviens plus de votre première question. Ah, National Eyes Only, oui. Alors, National Eyes Only, si on est vraiment honnête, et là il faut l'être entre nous, hein, chacun accuse un peu l'autre. C'est-à-dire que la DGA dit, ou le TES, mais c'est souvent la DGA dit, bah, écoutez, vous les industriels, moi je suis prêt à être plus flexible, mais en fait, entre vous, chacun se protège dans chacun des pays, et c'est quelque chose qu'on a vu nous-mêmes. Et l'industriel dit aux autorités, à la DGA, vous devriez être beaucoup plus souple. Donc en fait, c'est un sujet qui n'est pas, c'est mon premier point, qui n'est pas un sujet industrie contre autorité. Parce que bien souvent, dans une industrie en coopération, chaque pays se protège un peu en faisant valoir et en expliquant à ses autorités que c'est très important, que ça serait bien de mettre un French ou German ou UK Eyes Only. Bon, quand il y a des programmes en coopération, l'annexe de sécurité est censée traiter ce sujet. Donc ça veut dire aussi que les programmes en coopération sont des puissants instruments pour supprimer cette restriction. Chez MBDA, on avait beaucoup travaillé sur le sujet et on avait étendu le concept de UK French Eyes Only. Donc j'ai un document vraiment que j'aime beaucoup sur lequel j'ai mon habilitation UK French Eyes Only, comme si j'avais un œil droit français, un œil gauche britannique, et je trouve ça très sympa. Et ça a été étendu, pas seulement au programme en coopération où il y a une annexe de sécurité, ça a été étendu à des actions amont de RT. Donc c'est possible de le faire. Mais si on prend un autre exemple qui est celui de KNDS,
bah, malheureusement, tout l'héritage qu'on a sur Scorpion, on ne peut pas le partager avec KNW parce qu'il est franchise only. Et que ça serait pourtant un très grand avantage, non seulement pour KNDS, mais également pour les autorités françaises, en termes de valorisation d'investissement qui a été fait sur Scorpion, de déclassifier Scorpion en French Germanized only. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est un programme qui n'est pas seulement un problème des autorités, c'est aussi un problème de l'industrie qui se protège. Merci pour votre conférence. Je voulais revenir sur un point. Vous avez évoqué l'exploration spatiale et la science, et vous avez notamment évoqué l'engagement de l'Europe dans des projets d'exploration, notamment Artemis sur la Lune. Ma question était la suivante. En fait, certains pensent que envoyer des humains sur d'autres astres, ça sert à rien parce que des robots peuvent le faire et que c'est plus simple à faire. Donc déjà, qu'en pensez-vous sur ce point, l'engagement de l'Europe dans ce genre de programme? Et du coup, la deuxième question sous-jacente, c'est par exemple si l'Europe se concentre sur des robots qu'on envoie, par exemple sur la Lune, comment l'Europe peut peser dans une peut-être future législation lunaire si par exemple un État s'établit sur la Lune et qu'il exploite par exemple des ressources? Est-ce qu'on peut avoir un poids en fait avec des robots versus des humains qui sont sur place par exemple? Par exemple, aujourd'hui, la loi spéciale dit qu'aucun astre n'appartient à aucun État. Mais si, par exemple, les Américains font une mine sur la Lune, ça veut dire que n'importe qui peut aller se servir sur leur mine. Comment ça se passerait? C'est un sujet sur lequel les opinions sont très diverses. Je mentionnais tout à l'heure la demande américaine, ou plutôt l'exigence américaine, pour tous les pays qui sont des pays coopérants sur Artemis, de signer une sorte de charte qui, pour être précis dans votre question, non pas est contradictoire avec le traité de 1967, mais donne une interprétation au traité de 1967 dont les Russes et les Chinois, mais je dirais pour des raisons aussi de circonstances, dont ils disent qu'elle n'est pas conforme à l'esprit du traité de 67. Et ces deux interprétations sont, premièrement, le fait que exploiter des ressources n'est pas contraire à la notion de non-appropriation, et deuxièmement, que le vocabulaire est assez malin, que déclarer une zone de sécurité temporaire pour quelqu'un qui a mis le pied sur une planète et qui dit « j'ai besoin d'une certaine zone pour être en sécurité pour travailler », n'est pas contraire à l'esprit de non-appropriation et de non-nationalisation du territoire. Ça veut dire que le sujet que vous décrivez, il a plusieurs aspects. Et un des aspects, c'est l'aspect, dernière ligne, qui est le multilatéralisme. Parce qu'on peut dire, certes, Trump ou les Chinois, ils s'assoient sur les traités, mais un traité, c'est quand même un traité qui a été ratifié par 100 pays et qui dit les choses de manière assez claire sur la non-appropriation, la liberté de circulation, l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, l'interdiction de mettre des armes atomiques, rappelons-nous c'était 67 avec les soviétiques, et des armes de destruction massive en orbite, et que ce traité, et je reviens à ce que vous disiez, madame, je ne vois plus où vous êtes, voilà. Ce traité, c'est un traité qui est extrêmement important pour limiter cette course à la militarisation de l'espace. Et d'ailleurs, dans la stratégie spatiale de 2019, les éléments diplomatiques sont aussi importants en termes de nombre de paragraphes dans ce chapitre que faire à l'international que les éléments purement militaires. Donc, je n'ai pas directement répondu à votre question, je vais y venir, mais le multilatéralisme, c'est quelque chose qui nous protège, nous Français, nous Européens, qui ne voulons pas rentrer dans une logique de confrontation des blocs et qui avons comme dernier recours qu'il faut protéger au mieux le droit international, c'est-à-dire un ordre international basé sur des règles et sur le droit. Et cette non-appropriation des corps célestes, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument se battre. Ensuite, vous avez raison de dire que si on envoie des robots ou si on envoie des hommes, on n'aura pas le même poids dans la négociation lorsque ces questions arriveront. C'est un élément tout à fait légitime à prendre en compte. Et la notion, l'objectif d'être à la table quand on édicte des normes, c'est un objectif extrêmement central.
Et on peut dire, si on n'est pas autour de la table, on est sur le menu. Hein. Donc, si on n'est pas un acteur, et c'est l'expression que j'utilisais pour l'aviation commerciale Airbus. C'est-à-dire que si Airbus n'était pas là, à Toulouse, à Hambourg et en Europe, pour dire je fais des avions, je les conçois, je suis un acteur légitime, industriellement, technologiquement, donc dans la feuille de route décarbonation, ma voix compte, ce n'est pas la voix d'Airbus, c'est la voix de la France et la voix de l'Europe compte, parce qu'il y a une structure industrielle et qu'on n'édicte pas des normes si on n'a pas une structure industrielle. L'histoire a montré que les normes sont édictées à partir d'avancées technologiques qui sont confirmées ou pas par des autorités de certification et que ce sont ces avancées technologiques qui donnent la capacité d'édicter des normes. Et ce que vous dites qui est, je pense, exact, mais pas forcément sans nuance, c'est qu'une présence, automatique, une présence robotique n'est pas équivalente à une présence humaine, certes. Mais maintenant, il faut regarder tous les éléments. Et si on passe de 20 € à 40 € par personne, le vol habité européen, il a du sens. Et si on passe de 20 à 25, est-ce que, comme on le voit sur la première planche de la nouvelle stratégie 2040 de l'ESA qui vient de sortir, Protégeons la planète, est-ce que le rôle de l'Europe n'est pas d'abord de protéger la planète, plutôt que d'avoir une espèce de vision transhumaniste où on va coloniser les autres planètes? Et la comparaison faite entre les caravelles de Christophe Colomb qui vont découvrir l'Amérique et les vaisseaux spatiaux qui vont sur la Lune et sur Mars, je trouve que cette comparaison est un peu excessive. Et qu'on devrait raison garder et se dire, si on est dans un contexte de budget contraint, le premier objectif, c'est la protection de la planète, l'indépendance et la résilience de l'Europe. Bonsoir. Merci tout d'abord pour votre intervention passionnante. J'aurais aimé, j'aurais aimé mettre un peu les pieds dans le plat sur un sujet qui a concerné MBDA, si j'ai bien compris, dans les années 2000, qui est le rapprochement entre Airbus, BAE et Leonardo. On entend parler de Bromo, du rapprochement entre Airbus et Thales Alenia Space et aussi Leonardo. Il devrait y avoir une décision, de ce que je comprends dans la presse, fin juillet, en tout cas des éléments. Est-ce que selon vous, ça participerait au fait de ramener ce ratio de 1 pour 15 que vous évoquiez tout à l'heure à 1 pour 10 ou pas? Merci pour la question parce que je l'attendais et si personne ne l'avait posée, franchement, j'aurais été déçu et je serais parti en disant que vous allez être aussi frustré de ne pas avoir discuté de ce sujet. Donc, comme à la fois Leonardo, Airbus et Thales en parlent que c'est Bromo, je peux en parler sans que ce soit un sujet qui soit en lui-même confidentiel et partager avec vous mon opinion personnelle, sachant que je ne suis pas impliqué directement dans ces négociations. Je pense que c'est une bonne chose parce que aucun emploi industriel, aucune compétence technique n'est protégé sur le long terme ou même sur le moyen terme par une situation où on a une redondance qui est source d'inefficacité. Et que donc tout ce qui permet d'améliorer l'efficacité, parce que ce rapport de 1 à 15, il faut aussi le mesurer sur l'efficacité. Et quand on regarde l'histoire du spatial européen et du spatial français, je pense qu'on peut collectivement, pour nous et tous les anciens, être extrêmement fiers de ce qui a été fait avec des moyens beaucoup plus limités, correspondant à des programmes de très haute performance, beaucoup plus en ligne avec les besoins opérationnels et qui ne conduisaient pas, comme le fait d'une certaine manière d'ARPA, à une fragmentation extrême des budgets de R&D. Et le ratio R&T-R&D est beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'il ne l'est en Europe, ce qui veut dire qu'on est beaucoup plus sage et beaucoup plus efficace. Donc ce ratio de 1 à 15, je voulais aussi le dire et vous me donner l'occasion, qu'il ne faut pas désespérer parce qu'on fait les choses d'une manière différente. Et la notion, quelle est l'ambition, c'est un moyen aussi de calibrer l'effort. Donc, jamais les emplois industriels et compétences ne sont protégés sur le long terme et sur le moyen terme par des doublons. En revanche, lorsqu'il y a des doublons, il peut y avoir des décisions de court terme difficiles entre des sites sur des équipes.
Et c'est pour ça que, de mon point de vue, cette opération, si elle se fait, ne doit en aucune façon être justifiée par on va rationaliser, on va réduire les budgets, mais elle devrait au contraire être un élément, je dirais, moteur dans une politique spatiale française et européenne beaucoup plus ambitieuse, à la fois sur le civil, l'institutionnel et le militaire. En disant, voilà, on se rationalise, ce sont des efforts qui sont importants, les impacts sur les sites et sur les équipes sont potentiellement significatifs, mais on le fait parce qu'on a une ambition de politique spatiale très élevée. Et donc, il ne faut pas le faire pour réduire les budgets, ce que peut-être certaines personnes à Bercy ou ailleurs, je ne sais pas, là je fais un procès d'intention, ce n'est pas bien, mais pourraient avoir l'idée de dire il se rationalise, donc si Inspire et OneSat se fusionnent, il y aura un seul produit et moins d'équipes. Non, ce n'est pas du tout ça. Si je reprends l'exemple Inspire OneSat, les deux programmes doivent continuer jusqu'à ce que le carnet de commandes soit épuisé, et ensuite on fait un programme en commun, et ce programme en commun, il est technologiquement et commercialement beaucoup plus ambitieux que ne l'était chacun des deux programmes. C'est ça la logique de Beaumont. Et si on comprend ça, on peut être qu'enthousiaste à cette idée. Si en revanche, la logique est une logique de rationalisation et de réduction des budgets, là effectivement c'est une chose qui est très dangereuse. Bonjour, j'avais une question concernant l'Europe de la défense. Vous avez insisté sur le fait de réussir 5 ou 6 projets majeurs pour faire la moitié, on va dire, de l'avancement. Vous avez par exemple référé au SCAF. On sait qu'il y a des projets concurrents, ou si ce n'est parallèles, qui sont en ce moment développés et auxquels des partenaires européens prennent part. Quelle est votre analyse sur cette situation et cet impact? Alors d'abord, c'est aussi quelque chose que je voulais dire que j'ai manqué. L'objectif de l'Europe de la défense, ce n'est pas juste de préparer des programmes à 10 ans, parce qu'il y a des besoins opérationnels urgents à court terme et qu'il faut les adresser avec le même niveau de priorité que les programmes à 10 ans ou à 15 ans. Et ces besoins à court terme sont de deux natures. D'abord, une augmentation de cadence. Et on voit MBDA, Nexter sont rentrés dans cette logique, par 2, 3, réduction des cycles de 50-70%, en utilisant d'ailleurs largement des marges de manœuvre qui étaient intrinsèquement dans l'outil industriel. Parce que si on a un outil industriel qui pose des questions de maintien de compétences et surdimensionné par rapport à ce qui serait nécessaire pour avoir les cadences pré-Ukraine, on voit bien qu'on a cette capacité de pousser les murs et de faire mieux, jusqu'à un certain point où il faut investir dans d'autres outils industriels et il faut former encore d'autres personnes. Donc, premier objectif, augmentation des cadences. Et deuxième objectif, ce qu'on voit de façon incroyable en Ukraine, c'est-à-dire insertion de technologies dans les programmes existants pour multiplier leur effet opérationnel. Ce qui est fait par exemple Helsing avec le canon César 255 de Nexter. Donc il y a bien ces deux objectifs. Et merci pour votre question, ça me permet de compléter ce que je disais. Ne pensez pas qu'on a juste une vision à 10-15 ans, on sait très bien qu'il y a des choses à faire immédiatement et que ceux qui travaillent en particulier sur les munitions et sur des équipements qui sont déployés en Ukraine le savent parfaitement. Ensuite, votre question, est-ce qu'il y a d'autres programmes qui sont les potentiels concurrents de ceux que j'ai décrits? Ben oui, il y en a. Il y en a. Quand on parle Irisquare et qu'on voit des projets de constellation de tel ou tel pays à court terme, quand il y a des achats de capacités significatives sur Starlink ou même Starshield, quand on voit que, aussi bien en France qu'en Allemagne, ceux qui mettent quelques pots de banane sur le SCAF ont des projets alternatifs, soit des projets purement nationaux, ce qui, de mon point de vue, serait extrêmement négatif, et pas pour l'industrie, mais pour l'armée de l'air. Et c'est pour ça que l'armée de l'air soutient le SCAF, et que ce n'est pas juste une question industrielle, c'est avant tout une question opérationnelle. Et c'est pour ça que le SCAF a été lancé une fois que les High Level Requirements ont été agréés avec les 3 armées de l'air françaises, espagnoles et allemandes. Mais il y a d'autres projets franco-français, il y a des projets en Grande-Bretagne avec d'autres partenaires, et puis si par malheur le SCAF devenait à déraper, il ne se mettrait pas très longtemps pour que des équipes qui existaient avant sur d'autres programmes européens comme l'Eurofighter ou le Typhoon se remettent en place.
Donc ça serait un drame d'un point de vue coopération européenne. Sur le programme NGRT, qui est le programme hélicoptère du futur financé par le Fonds européen de défense, le T, malheureusement, c'est un T, c'est pas un P. Parce que T, ça veut dire technologie, et P, ça voudrait dire programme. Et le programme, c'est le NGRC, qui est l'équivalent, espèce de jumeau qui est à l'OTAN, ce qui n'est pas dramatique, parce qu'il ne faut pas oublier que le NH90 a été lancé dans un cadre OTAN, il n'a pas été lancé dans un cadre européen, et que sur ce NGRC, il n'y a pas aujourd'hui de participation américaine, mais on voit bien qu'il y a une volonté américaine d'utiliser ce NGRC comme une sorte de F-35 des hélicoptères. Et donc, il y a une très forte tendance, et si Bell, avec la capacité Tiltrotor, s'est implanté sur le NGRC, c'est une menace aussi pour ce programme NGRT. Sur le FMAN-FMC, il y a de très fortes pressions américaines pour que la Royal Navy reste une solution américaine en remplacement du Harpoon, qui est un missile américain, et ne passe pas sur une solution franco-britannique. Et en termes de frappe dans la profondeur, il y a plusieurs écoles aussi en termes de quel est le meilleur vecteur de pénétration. Est-ce que c'est la vitesse ou est-ce que c'est la manœuvrabilité et la furtivité? Et les deux sont évidemment des objectifs qui sont jusqu'à un certain point contradictoires. Donc vous voyez, sur tous ces sujets, ils sont loin d'être faits. Et sur le 20 tonnes, on voit les Brésiliens arriver avec un avion qui n'est pas si mal que ça. Et sur le MGCS, on voit, alors que le MGCS est un programme interétatique, on voit une initiative un peu concurrente qui s'appelle Marte se développer avec des partenaires allemands et d'autres pays sur un programme de MBT, Main Battle Tank. Donc chacun de ces programmes est menacé. C'est pour ça que mon message, c'est de dire suivons-les comme le lait sur le feu, parce que tous les grands discours sont importants, mais à la fin, c'est eux qui font le boulot. Et chaque étape de chacun de ces programmes doit être regardée avec la plus grande attention. Le passage à la phase 2 sur le SCAF à la fin de l'année, l'inclusion ou pas de l'ENGRT phase 3 dans le prochain Fonds européen de défense. Ce que va faire l'Allemagne sur le projet Marte, qui est une concurrence à travers le Fonds européen de défense sur le MGCS. Et je ne parle pas de la demande de la Commission aux deux consortiums qui ont gagné le missile d'interception hypersonique, l'un qui est DIL, CNR et l'autre MBDA avec tout un ensemble de partenaires, de faire une proposition commune. Donc chacun est menacé. Hein. Chacun est menacé et c'est pour ça que mon message, c'est regardons-les chacun et essayons de les protéger. Parce que l'alternative, quand on regarde chacun, l'alternative est une alternative qui non seulement sera très négative pour l'Europe, mais compte tenu de la façon dont ces programmes ont été négociés en termes de workshare et en termes de gouvernance, les alternatives sur chacun de ces programmes sera aussi une alternative très mauvaise pour la France en tant que pays. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, ici. Bonjour, merci. Je voudrais rebondir là sur... Je suis là. Bonjour, merci. Je voudrais rebondir sur la toute première intervention, là, sur le débat avec le citoyen sur tous ces sujets. J'ai un peu le sentiment que la défense, l'espace aussi, c'est des choses d'experts et qu'on ne le voit pas souvent dans le débat public. Quand je vois la salle là aujourd'hui qui est toute remplie, je me dis que les gens sont intéressés. Vu votre CV, je me dis que ça serait peut-être bien que vous commentiez ce sujet. Comment faire davantage participer le citoyen à tous ces débats? Chacun apporte sa petite pierre. Hein. Donc, si vous me posez la question personnelle, je vous répondrai qu'à chaque fois que j'en ai l'occasion, soit avec des jeunes, soit avec des ONG, soit avec des personnes beaucoup moins bienveillantes que vous, parce qu'au total, vous avez quand même été très bienveillant dans cette séance, j'essaie d'avoir des discussions, si la question est une question personnelle. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, je vais me répéter, le débat, ou plutôt l'image projetée, consistant à dire
on passe de 2 à 4. Et rassurez-vous, vous serez protégés. C'est un débat qui est extrêmement destructeur. Destructeur pour l'esprit de défense, parce que l'esprit de défense, c'est la résilience de la nation, c'est pas juste des beaux équipements qui s'alignent. Totalement destructif pour la réelle capacité qu'on a de se défendre, parce que ça ne fait pas illusion. Et je pense aussi destructrice pour l'implication du citoyen, parce qu'on voit bien que c'est un débat qui est complètement escamoté. Et le débat qu'on devrait avoir, ce n'est pas un débat, faut-il passer de 2 à 3 ou de 2 à 4. Le débat qu'on devrait avoir, c'est quelle est la menace, quelle est notre posture, est-ce qu'on est dans une approche totalement défensive, qu'est-ce qu'on anticipe dans notre positionnement stratégique et militaire pour confirmer ce positionnement défensif. Relisez, il y a un passage très intéressant de cette stratégie spatiale de défense de 2019 qui dit, si j'ai bonne mémoire, un geste inamical, on réagit. Un geste illicite, on fait une contre-mesure pour pouvoir le stopper. Et une action armée, on se considère en état de légitime défense. Et en fait, c'est d'une certaine façon une assez bonne grammaire de la règle d'engagement stratégique qui est celle qui a été définie dans cette stratégie spatiale, mais qui peut s'appliquer à beaucoup d'autres éléments, sans tomber dans le piège que je décrivais tout à l'heure, qui est la taxonomie à 5% à Bruxelles, quelques mois avant l'invasion de l'Ukraine. Et quel est... Le Drian avait écrit un petit livre il y a quelque temps où la menace était une menace plutôt terroriste que menace européenne. Un tout petit livre qui dit « Qui est l'ennemi ?» D'abord, est-ce qu'on a des ennemis ? Qui est l'ennemi ? Et dans ce livre, il disait quelque chose qui est très fort et de bon sens. C'est « On ne choisit pas ses ennemis ». Ça serait trop facile. Si on choisit ses ennemis, mais on ne les choisit pas. Et les ennemis, non seulement c'est eux qui nous choisissent, mais ils choisissent aussi le rythme des opérations. Et ce que disait le chef d'état-major, il disait, moi, quand je vais au Sahel, j'ai un hélicoptère qui n'est pas disponible, c'est pas grave, c'est pas tout à fait ça, mais je fais ma mission le lendemain. Là, le rythme est imposé par l'ennemi. Mais ce que vous disiez, madame, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les ennemis ne deviennent pas des ennemis. Parce que l'objectif de l'Europe, l'ADN de l'Europe, c'est un ADN de paix. C'est pas un ADN de guerre. Et l'ADN de l'Europe, c'est-à-dire la capacité de pays qui ont une histoire tellement difficile entre eux de vivre en paix, c'est pas seulement un ADN, c'est une espèce de modèle de gouvernance mondiale, de gouvernance européenne, qui, je pense, a un potentiel de devenir une sorte de gouvernance mondiale. Comme vous l'avez entendu, quand j'ai quitté Airbus, je me suis engagé comme audit externe. Mon influence est microscopique, rassurez-vous. Mais enfin, au moins, je suis dans le débat des Nations Unies sur les réfugiés, sur les opérations de maintien de la paix et sur le développement. Et l'objectif, c'est un objectif qui est de respecter à la fois le multilatéralisme et je pense aussi de ne pas gâcher le système européen qu'on a peut-être poussé un peu trop loin dans un ADN de refus du conflit, mais qui a quand même l'énorme mérite d'être basé sur le refus de la guerre. Je crois que ce sera le mot de la fin. On peut applaudir Antoine Bouvier. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Sachez que la conférence a été enregistrée et sera prochainement disponible sur la chaîne YouTube de la Cité de l'Espace. Juste avant de vous laisser partir, deux mots. La présentation habituelle, donc la conférence, elle est organisée, donc bien sûr avec la Cité de l'Espace. Ce sont les Amis de la Cité de l'Espace, une association qui cherche aussi à faire de la diffusion de la culture spatiale, pas uniquement dans le domaine de la défense, mais dans tous les domaines du spatial, également à notre niveau. Vers nos adhérents, mais vers le grand public. Vous avez ici un petit aperçu des actions qu'on mène. Dans les nouveautés, par exemple, il y a une émission de radio qui est faite sur Campus FM et vous pouvez retrouver, par exemple, une intervention de Philippe Lugherini qui avait fait la fameuse conférence qui a
précédé celle-ci. Et il est encore possible d'adhérer. On est très fiers d'avoir un nombre record d'adhérents cette année, mais on n'a pas encore baissé les bras pour l'augmenter un peu plus. Et juste pour conclure, d'abord vous dire qu'en sortant, vous pourrez jeter un œil sur le scribing qui a été fait par Hervé pendant la conférence, qui est une sorte de résumé en une feuille à zéro plus de ce qui a été dit. Et c'est un petit cadeau pour le conférencier. Et sinon, nos prochains rendez-vous, très vite, réservés aux adhérents et même à une petite partie des adhérents parce qu'il y avait un quota de place très limité. Ce week-end, on a une visite du pic du Midi de Bigorre avec des visites d'installation qui ne sont pas ouvertes habituellement aux visiteurs. Ça, c'est un privilège. On aura également des conférences sur place. Et pour la partie un peu plus gastronomique, le déjeuner au sommet du pic. Donc, pour ceux qui sont inscrits à cette soirée, cette journée, pardon, le rendez-vous de mémoire, c'est 9h20 en bas du téléphérique. Prochaine conférence, toutes nos conférences sont organisées en partenariat avec l'Académie, avec la 3AF. La prochaine conférence, elle est pilotée par l'Académie de l'air et de l'espace. Ça sera Philippe Coué qui parlera du spatial habité chinois. Et précaution habituelle, ces conférences de l'Académie ont lieu à la médiathèque José Cabanis. Ensuite, pour les conférences, on fait une petite pause pendant l'été et on reprend fin septembre avec à nouveau un sujet où il va être question de méga constellations, les enjeux, les impacts. Et c'est Jean-Pierre Diris du CNES qui est, il est coordinateur interministériel Irisquare et GovSatcom qui nous fera l'honneur de traiter ce sujet. Nous avons également pour les adhérents très vite des samedis découvertes, une nouvelle session sur les jeux de société spatiaux. Ça avait eu beaucoup de succès l'an dernier et ça reprend le 28 juin. De la même manière, un nouveau dîner sous les étoiles réservé aux adhérents. Je crois qu'on va cette année à la Ferme des Étoiles. Et rappel, bon, là on n'est pas du tout les maîtres d'œuvre, mais c'est quelque chose qui associe beaucoup d'acteurs en France. Début août, les Nuits des Étoiles, où il y a également des journées à la Cité de l'Espace et dans d'autres lieux en France. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Un grand merci à nouveau à Antoine Bouvier. J'espère qu'on vous reverra nombreux pour nos prochains événements. Bonne soirée.